J'ai longtemps cherché comment raconter cette histoire. Si vous saviez combien j'ai hésité. Bien trop de pistes possibles, de pièges narratifs dans lesquels je ne voulais pas sombrer, de directions différentes pour narrer ce qui n'est pourtant que l'histoire d'une vie. Et étrangement, c'est lorsque j'ai formulé cette simple idée que j'ai compris. Aussi folle qu'ait été mon existence, aussi fructueuse que furent mes pensées, aussi nombreuses que furent mes rencontres, cette histoire reste d'abord et avant tout celle d'un mari, d'un père et d'un homme qui s'accroche tant bien que mal au seul et unique paramètre qui nous relie, le temps qui passe. Je sais que ce que je m'apprête à vous dire vous paraîtra exagéré, mais de mon point de vue, je ne suis pas différent de vous. Et malgré mon parcours de vie, ma gloire et ma maladie, tout cela m'apparaît pourtant aujourd'hui comme une banalité sans nom. Le devoir de profiter de chaque instant de nos existences. Cette vidéo n'est que le récit d'une vie. Ma vie. Je m'appelle Stephen Hawking et voici mon histoire. La gravité. Qui mieux que vous, Stephen, pour parler de la gravité ? Et qui mieux que Novium et leur stylo Overpen, le cadeau idéal pour les fêtes, le sponsor de cette vidéo, pour accompagner et rendre possible la narration de votre merveilleuse histoire. J'ai déjà parlé plusieurs fois des Overpen de chez Novium et de leurs produits haut de gamme, la version Interstellar en particulier qui défie cette gravité qui vous a tellement intrigué toute votre vie, Stephen. Comme j'aurais aimé voir votre émerveillement en le voyant tourner autour de lui-même avec un axe de 23,5 degrés, rappelant l'axe d'inclinaison de notre planète. Cette fois, j'ai reçu l'édition Mars Magma, qui est sublime, je trouve, mais peut-être auriez-vous aimé aussi les autres couleurs. Neptune Blue, Starlight Silver, ou sûrement, avec vos travaux sur les trous noirs, auriez-vous penché sur le Space Black. Mais nous ne le saurons jamais. Écrire, c'est toute ma vie. Et quand je rédige mes vidéos à la main ou que j'écris mes chansons, je m'aperçois de la chance que j'ai de pouvoir sentir le contact sur cette feuille. Qu'il s'agisse de la mine de l'Interstellar ou de la plume de l'édition future, ce glissement délicat me rappelle la beauté de l'héritage qu'il y a derrière le simple fait d'écrire. Un plaisir qui vous a brutalement été retiré bien trop tôt, Stephen, j'en suis conscient. La gravité. La gravité défiée par les Overpen, ces objets qui ne sont pas que de simples stylos, mais bel et bien une innovation, saluée d'ailleurs en 2022 par le magazine Time comme l'une des meilleures inventions design de l'année. Franchement, vous voulez frapper fort pour les fêtes à venir ? Faire plaisir à un proche avec un cadeau à la fois utile, original et magnifique ? C'est le moment. Avec mon code promo Matador, vous avez 10% sur tous les Overpen sur le site, et ce jusqu'à Noël. Alors vous, qui vous apprêtez à vous voir conter la vie de Stephen Hawking parce que vous aimez les belles histoires, écrivez la vôtre en cliquant sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Quant à moi, je vous laisse en compagnie de Stephen et de toutes les personnes qui ont compté pour lui. Bonne vidéo. Qui suis-je ? Vaste question. Oh, je sais ce que l'on dit de moi. Je lis les journaux comme vous tous. En tout cas, suffisamment pour ne pas avoir échappé aux multiples dénominations dont je suis fréquemment affublé. Un génie scientifique, un handicapé, un écrivain. Tout cela n'est pas faux, mais ces journalistes oublient néanmoins l'essentiel, la base. Car avant d'être tout cela, je suis un enfant, un petit garçon, comme les autres. À ce titre, il semble que mes parents seraient les plus à même de raconter les prémices de ma vie. Celle de ce bébé qui, paradoxalement, est né à Oxford, alors que ses parents vivaient à Londres. Il doit bien exister une explication à cette étrangeté d'ailleurs. Je suppose que mon père pourrait l'expliquer. Mon fils Stephen est effectivement né à Oxford, alors que nous vivions avec sa mère à Londres depuis des années déjà.
Et si Steven n'a pas su vous expliquer pourquoi, la raison en est simple. Elle tient en 2 mots. La guerre. Durant ce terrible conflit qui secoua le monde entre 1939 et 1945, il existait un pacte entre l'Allemagne et l'Angleterre. La première s'engagea à ne jamais bombarder les villes d'Oxford et de Cambridge, tandis que l'autre épargna Heidelberg et Göttingen. Étrange accord, dont on peut se demander, s'il fut possible pour ces 4 villes, pourquoi il ne fut pas étendu à l'ensemble des territoires. Toujours est-il que le 8 janvier 1942, exactement 3 siècles après la mort de Galilée, comme il se plaira à le répéter dans de nombreuses interviews, notre petit Steven a débarqué dans nos vies. Il n'est pas resté longtemps l'unique enfant de la famille, puisque 18 mois après, sa petite sœur Mary nous a rejoints, ainsi que la cadette Philippa 5 ans plus tard. Ce sont 3 enfants merveilleux, et je garde un souvenir ému de cette période. Une fratrie heureuse, des vacances à la mer. Oh, bien sûr, tout ne fut pas tout rose, notamment entre Steven et Mary, qui se disputaient souvent. La faible différence d'âge, certainement. Ce que je peux vous dire, quitte à banaliser cette histoire, comme le souhaite Steven, c'est qu'il n'a jamais été le génie précoce qu'on soupçonnerait volontiers au vu de son parcours futur. Au contraire. Par exemple, il n'a su lire qu'à l'âge tardif de 8 ans, certainement en partie de notre faute d'ailleurs, car sa mère et moi l'avions placé à Byron House, une école assez progressiste pour son temps, dont les méthodes d'enseignement différaient totalement des façons de faire traditionnelles. En particulier, on attendait des élèves qu'ils apprennent à lire par eux-mêmes, et pour ainsi dire, sans s'en rendre compte. Je pense qu'aujourd'hui encore, Steven ne vous parlerait pas en bons termes de cette école, et qu'il a accueilli avec soulagement notre déménagement en 1950, lorsque le laboratoire dans lequel je travaillais a dû s'installer dans l'Institut de recherche médicale, à Mill Hill, dans le nord de Londres. Nous avons donc emménagé à Saint-Alban, à une 15aine de kilomètres de là, dans une grande bâtisse victorienne. Son adaptation fut réussie, surtout si l'on tient compte du niveau élevé de la classe dans laquelle il a atterri. À l'époque, un système de notation hiérarchisait les différentes écoles du pays en fonction du niveau des élèves. La classe A pour les meilleurs, B pour les moyens et C pour les plus mauvais. Mon petit Steven a été propulsé dans une classe A. Il a navigué entre la 24e et la 33e place avant de terminer son année au 18e rang, sauvant de justesse une rétrogradation en classe B. Comme nous étions fiers de lui. À cette occasion d'ailleurs, j'aurais aimé qu'il intègre la Westminster School, mais malheureusement, il tomba malade le jour de l'examen pour l'attribution des bourses. Et comme nous n'avions pas les moyens, sa mère et moi, de lui payer ses études, il resta à Saint-Alban. C'est là que son intérêt pour les sciences a vraiment fait son apparition. Et j'ai la prétention de croire que je n'y suis pas totalement étranger. Comme je menais des recherches sur les maladies tropicales, je l'emmenais parfois dans mon laboratoire. Je me souviens qu'il adorait regarder les cages à insectes et manipuler les microscopes. Mais j'ai très vite compris, à mon grand désarroi dans un premier temps, que son esprit était beaucoup plus attiré par les mathématiques et par la physique que par la biologie. Je l'ai alors encouragé à postuler pour Oxford, et alors même que le directeur trouvait que mon Steven était trop jeune, il passa l'examen d'entrée haut la main. À 17 ans, le voilà en première année. Puis vint la 2e, la 3e. À cette époque, Steven s'est quelque peu éloigné de sa mère et moi. Non pas que l'on se soit fâché, oh non, nous sommes restés très proches jusqu'à la fin. Mais lorsqu'il est arrivé à Cambridge comme doctorant en 1962, ses études et sa vie sur le campus l'accaparaient tellement que nous passions beaucoup moins de temps à ses côtés. Je ne suis d'ailleurs pas le mieux placé pour parler de ce moment de sa vie, car je crois savoir que c'est à cette période qu'il a fait une rencontre. Je m'appelle Jane Hawking, et à cette époque de la vie de Steven, que peu de gens connaissent, je m'appelais encore Jane Wilde. J'ai grandi à Saint-Alban, où j'ai développé ma passion pour les langues. Les différents récits et biopics relatant l'histoire de Steven vous diront que nous nous sommes rencontrés lors d'une fête universitaire en 1962, mais c'est en réalité plus lointain que cela.
En effet, lorsque je suis entrée à l'école de Saint-Alban 10 ans auparavant, à l'âge de 7 ans, une seule classe nous séparait, et nous partagions la même cour d'école. Et même si nous ne nous étions pas adressé la parole à cet âge, j'ai encore le souvenir de ses sœurs, qui, elles, étaient de bonnes connaissances. Je me souviens de Marie, débraillée, étourdie, et de Philippa, 5 ans, plus nerveuse et quelque peu colérique, parfois. Mais il est vrai que, même si je connaissais donc déjà la famille Hawking auparavant, c'est bien lors de cette fête, fin 1962, que j'ai véritablement fait la connaissance de Steven. C'est à mon amie Diana que je dois cette rencontre. Elle m'avait invitée à la fête du Nouvel An qu'elle donnait chez elle en cette fin d'année. Dans une longue robe verte, coiffée d'un chignon extravagant, j'avançais pourtant timidement vers ce jeune homme maladroit, vêtu quant à lui d'une veste en velours noir et d'un nœud papillon rouge. Nous avons fait connaissance, avons listé nos points communs, au point qu'à la fin de la soirée, nous avons échangé nos coordonnées. Quelques jours plus tard seulement, Steven m'envoya un carton d'invitation pour ses 21 ans, le 8 janvier qui suivait. J'étais... surexcité à l'idée de la revoir. Je me souviens de cette fête comme si c'était hier. Tous mes camarades de classe de ces dernières années étaient là, ainsi que mes dernières connaissances de l'université. Mais parmi toutes ces personnes, Jen était celle vers qui mon regard se tournait le plus. Et puis, dans les semaines qui suivirent, nous nous sommes fréquentés. S'agit-il des plus beaux moments de ma vie ? Je ne saurais le dire. Toujours est-il qu'à ce moment précis, aucune ombre ne peut obscurcir le tableau de mon existence. Ma famille va bien, je suis sur le point de commencer ma thèse, l'amour frappe à ma porte. Bref, j'ai l'avenir devant moi. Et c'est alors que la terrible nouvelle est tombée. C'était environ 1 mois après notre rencontre. Mon amie, Diana, encore elle, était entre-temps devenue infirmière stagiaire à l'hôpital Saint-Thomas. Alors que nous prenions un café, elle me posa la question « Est-ce que tu es au courant pour Steven ?» J'ai répondu par la négative. Le coup de massue est arrivé immédiatement après. Elle m'informa que, suite à de nombreuses chutes et des difficultés croissantes à exécuter des tâches de base comme nouer ses lacets, il avait fait tout un tas d'examens médicaux. Il lui a alors été diagnostiqué une maladie paralysante incurable, la sclérose latérale amyotrophique, plus communément appelée maladie de Charcot. Espérance de vie, 2 ans. On n'imagine pas le tsunami que provoque une telle nouvelle. Chez moi, mais d'abord et avant tout chez Steven. Mais nous avons tenu le coup. Et malgré des premières semaines repliées sur lui-même, le temps pour lui de digérer ce choc incommensurable, nous avons continué à nous fréquenter. J'ai des souvenirs incroyables de ces semaines qui ont suivi, où, paradoxalement, l'annonce d'une échéance imminente entraîne une inextinguible soif de vivre. Je me souviens de ce voyage en train la semaine suivante, de cette soirée au restaurant indien à l'addition exorbitante, de cette pièce de théâtre à l'Old Vic, où nous sommes revenus tels des voleurs par l'entrée des artistes après la représentation pour chercher mon portefeuille tombé entre 2 sièges, ce qui nous avait valu l'immense privilège de fouler la scène de l'Old Vic le temps de cette discrète chasse au trésor. Mais je me souviens aussi de l'état de Steven, qui s'est détérioré semaine après semaine, et de l'échéance de son doctorat qui approchait. Car si mon amour pour lui rendait possible toute l'aide qui était en mon pouvoir, rien ni personne d'autre que lui ne pouvait aller au bout de cette carrière qui s'annonçait si brillante de la vie de tous ses collègues. Car oui, on ne le dira jamais assez. Steven était quelqu'un de... brillant. Stephen Hawking est évidemment l'une des personnes les plus époustouflantes qui m'ait été donné de rencontrer dans ma carrière. Et pourtant, je vous prie de croire qu'en matière de cerveau exceptionnel, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de spécimens durant ma longue carrière. Ah oui, pardon, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Roger Penrose. Je suis physicien et après mon doctorat en 1958, je me suis concentré sur l'un des objets les plus fascinants prédits par la relativité générale, les trous noirs. D'après cette théorie, et contrairement à la vision newtonienne de la gravitation, les objets ne tombent pas du fait de leur proximité avec un objet massif. Les objets suivent en réalité leur route en ligne droite. Et c'est le tissu même de l'espace-temps qui est déformé par les objets massifs et qui modifie par la même occasion les lignes droites de cet espace-temps qu'on appelle les géodésiques. La gravitation n'est donc que l'expression de la course de ces objets à travers cette structure déformée. Au voisinage d'un trou noir, la masse est telle que les géodésiques sont toutes dirigées vers le centre de ce trou noir, ce qui provoque une attraction apparente de tous les objets, y compris de la lumière, dont l'inéluctable trajet est celui vers le centre de ce trou noir qu'on appelle la singularité.
Albert Einstein lui-même ne croyait pas à ce phénomène. Il était pour lui qu'une extrapolation mathématique sans réel fondement dans notre réel. Seulement, voilà, au début des années 60, j'ai démontré que c'était pourtant un fait mathématique établi, et que dans le cas d'une toile massive, si un effondrement gravitationnel débute, alors il sera inéluctable et conduira inévitablement à une singularité, c'est-à-dire un point où la courbure de l'espace-temps est théoriquement infinie. L'apport de Steven se situe d'un point de vue cosmologique. La question qui se posa alors est la suivante. Si un trou noir peut créer une singularité, l'univers lui-même pourrait-il provenir d'une telle singularité ? Et l'expansion de l'univers pourrait-elle provenir de cette singularité initiale que, d'ailleurs, Fred Hoyle avait ironiquement appelé Big Bang pour se moquer de cette hypothèse dont il est l'un des principaux détracteurs ? Steven et moi avons longuement travaillé sur ce sujet de 1965 à 1974. En 1966, lorsqu'il présente finalement sa thèse à Cambridge, sous la direction de Denis Sciama, nous avons tous été subjugués par la pertinence de ses travaux. Malgré une élocution, il faut le dire, laborieuse due à sa maladie, il est parvenu à imposer une vision mathématique suffisamment convaincante pour marquer durablement le jury et ouvrir la voie à une nouvelle compréhension des singularités cosmologiques. Mais son génie ne s'arrêtait pas là, car quelques années plus tard, toujours à la recherche de la théorie du tout et d'une unique équation qui régirait l'univers, il est parvenu à mêler relativité générale et mécanique quantique pour montrer que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils émettent un rayonnement que l'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking, mais je pense qu'il en parlerait mieux que moi. La relativité générale décrit un trou noir comme une région de l'espace-temps d'où rien ne peut s'échapper. Et dans la structure même d'un trou noir existe une limite virtuelle qu'on appelle l'horizon des événements. Il s'agit en quelque sorte du bord du trou noir, la ligne à partir de laquelle, dans ce vide spatial, tout objet qui franchira cette frontière sombrera irrémédiablement dans le trou noir. Mais la mécanique quantique, cette nouvelle branche de la physique apparue au début du siècle, ajoute une nouvelle donnée. Ce que nous appelons le vide ne l'est pas totalement. Il est constitué d'un fourmillement de paires de particules qui passent leur temps à s'annihiler l'une l'autre. Ma grande découverte de 1974 a été de remarquer que lorsqu'une paire de particules de ce vide quantique se formait à proximité de l'horizon des événements d'un trou noir, il est possible que la gigantesque gravitation entraîne l'une de ces deux particules virtuelles vers la singularité du trou noir, alors que la deuxième, elle, semble expulsée à l'extérieur. J'emploie volontairement le mot « semble », car du fait des effets relativistes, l'interprétation de cette particule variera selon notre mouvement. Toujours est-il que privée de sa jumelle et pour subsister dans le temps, cette deuxième particule emprunte en quelque sorte de l'énergie au trou noir, provoquant alors une radiation, un rayonnement. En d'autres termes, j'ai montré que les trous noirs s'évaporaient. C'est l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle en cosmologie. On a appelé ce phénomène le rayonnement de Hawking. Et même si l'explication que Steven vient de donner souffre de quelques approximations, en vrai il me faudrait parler de l'effet Unruh, notamment qui décrit les fluctuations quantiques du vide et qui explique ce rayonnement de façon plus rigoureuse. Mais là n'est pas la question, car nul besoin de saisir la magie cachée des équations s'il est question de rendre hommage à Steven. Il suffit de rappeler qu'avec cette découverte, il a généré rien de moins qu'un nouveau champ de la physique, la thermodynamique des trous noirs. Il a décrit un mécanisme qui, pour la première fois dans l'histoire des sciences, a fait le pont entre la mécanique quantique et la relativité générale. Le Graal de tout physicien du XXe siècle, et encore d'aujourd'hui d'ailleurs. Et tout cela, rappelons-le, avec une maladie dégénérative qui nous a entraînés dans une course contre la montre. Une compétition acharnée avec le temps, car chaque mois qui passait, chaque année grappillée, le privait peu à peu de ses capacités motrices de la parole. Et du même coup, nous privait, nous, les chercheurs, de la profusion d'idées qui germaient dans ce brillant esprit. Mais ça privait également sa famille. Je ne saurais dire comment ils ont géré cette maladie. Il faudrait demander à ses enfants. Je m'appelle Lucy Hawking, et je suis la fille de Steven et de sa première union avec Jane Wilde. Je suis née en 1970, en plein milieu des travaux sur le rayonnement, et aussi, malheureusement, en plein cœur de l'évolution de la maladie de mon père. Lorsque je suis née, il était déjà en fauteuil, et pouvait encore s'exprimer. Difficilement, certes, mais les proches que nous étions parvenions encore à le comprendre. Je suis contente d'avoir pu profiter de ces 10 dernières années qui me laissent le souvenir de la vraie voix de mon père. Cette voix que j'ai entendue pour la dernière fois en 1985, lorsqu'il m'a dit au revoir avant son voyage au CERN, en Suisse, pendant lequel il a contracté cette
terrible pneumonie. La trachéotomie était la seule solution pour le maintenir en vie, mais elle le priva définitivement de l'usage de la parole. À partir de ce jour et jusqu'à l'élaboration de la synthèse vocale qui fait désormais sa signature, nous avons communiqué en épelant les mots et en lui demandant de valider avec un haussement de sourcil lorsque la bonne lettre était prononcée. Jusqu'à l'arrivée dans nos vies de David Mason, qui installa sur son fauteuil cet ordinateur et ce fameux synthétiseur de parole qui a fait sa marque de fabrique tout le reste de sa vie. J'ai de si bons souvenirs avec mon père. Des week-ends chez mes grands-parents, des vacances à la mer, des jeux dans le jardin avec mes frères et sœurs. Il était toujours là, immobile dans son fauteuil, certes, mais présent. Car c'est aussi ça, Stephen Hawking, un papa aimant. Aujourd'hui, je suis journaliste et romancière, et je pense du plus profond de moi-même que raconter des histoires est l'une des choses les plus importantes qui soient. C'est pourquoi j'ai participé à cette histoire sur mon père, qui est également mon histoire. Lorsque le biopic Une merveilleuse histoire du temps est sorti au cinéma en 2014, j'ai vu ce film en avant-première, et j'ai réalisé une chose fondamentale en voyant cet enfant qui jouait mon propre rôle dans cette histoire. Lorsque j'étais cette petite fille, on ne m'avait jamais raconté d'histoire sur des petites filles comme moi. Je n'ai pas eu de repères sur lesquels m'accrocher, de témoignages, même fictifs, auxquels je pourrais m'identifier. Cela m'aurait pourtant aidé, allégé des fardeaux de la solitude et de l'incompréhension. C'est là que j'ai compris que le simple fait de raconter des histoires ou écouter quelqu'un en raconter porte en lui un caractère presque thérapeutique. J'ai même écrit un livre avec mon père et Christophe Galfard, que vous devez bien connaître chez vous, en France, puisque mon père a été son directeur de thèse. Il s'appelle Georges et les secrets de l'univers, et raconte le voyage autour du système solaire d'un petit garçon qui découvre un moyen de passer par un portail généré par un ordinateur. Un goût pour la vulgarisation que mon père m'aura sûrement transmis à son insu, grâce notamment au célèbre best-seller mondial Une brève histoire du temps, sorti en 1988. Alors merci, papa. Merci d'avoir été celui que tu as été, modeste et lumineux. Je suis heureuse d'avoir côtoyé cette autre facette de toi, plus secrète, moins télévisuelle, presque banale. Car alors que les gens pensaient qu'en privé nous avions de grands débats philosophiques, toi, tu me demandais juste de quelle couleur tu pensais qu'il fallait repeindre la cuisine. Et j'adorais ça. Tu as été à l'origine de mes grandes passions, l'origine de tout. En quelque sorte, tu es ma singularité. En 1964, lorsqu'on m'a diagnostiqué ma SLA, on me donnait 2 ans à vivre. Finalement, j'ai eu un sursis, un répit de 54 ans. Du temps m'a été offert, gracieusement. Le temps pour moi de terminer cette thèse et de réfléchir à quelques problèmes de l'univers. Des réflexions qui, je crois, ne se sont pas montrées inutiles. Le temps également de voir grandir mes enfants et d'aimer 2 épouses du plus fort de mon être. Et malgré tout, comme tout le monde, il semble que ce temps m'ait échappé et que je n'ai pas pu faire le quart de ce que j'aurais voulu vivre. Et c'est peut-être là l'ironie de toute mon existence. Alors qu'une bonne partie de mes travaux en cosmologie a tourné autour de la notion du temps, je ne suis pas différent de vous, en ce sens que j'ai passé une partie de ma vie à courir derrière, et à me rendre compte d'une chose aussi fondamentale en physique que dans notre vie quotidienne, le problème c'est le temps. Comment nous allons employer chacune des minutes qui nous sont allouées ? Qu'allons-nous faire de ces différentes cartes qu'on nous donne à la naissance et qu'on pose les unes après les autres au cours de notre vie ? Certains naissent avec un meilleur jeu que d'autres, c'est vrai, mais les miennes m'ont permis de faire les choses que je souhaitais. J'ai énormément voyagé dans le monde entier. J'ai rencontré beaucoup de savants, la reine Elisabeth II, les présidents américains, sud-coréens, chinois, irlandais. J'ai fait un vol 0G, et du côté de ma vie privée, j'espère avoir été un bon mari, un bon père. Je ne regrette rien. Au fond, j'aurais eu une belle vie.